pas dire beaucoup de choses, Magali, je rassure, parce que je veux pas dénouer les choses que vous allez dire tout à l'heure. Mais quand on parle de ton travail, on dit généralement que tu es artiste, que tu es chorégraphe, que tu réalises des films, que tu produis aussi d'autres personnes. Autour de toi, il y a plusieurs autres artistes. Je ne veux pas oublier quelqu'un. Tu es productrice en fait de Werner Hirsch, du musicien et du chorégraphe Henri Fleur, du compositeur Henri Wilt, et puis aussi d'un compositeur de musique actuelle émergent, et aussi ex-mari, qui s'appelle Henri Wild. Donc voilà, ces personnes font partie aussi de ton travail, mais la collaboration fait aussi vraiment partie de ta manière de travailler, puisque d'ailleurs on a pu le voir cette semaine à Rennes avec Latifa Labissi. Il y a dans ta pratique beaucoup de collaborations, que ce soit avec des artistes qui viennent de la danse, comme Latifa Labissi, ou comme les arts visuels, avec Pauline Boudry et Renate Lorenz, mais on parle aussi de Néo Hulker, Andrea Neumann, William Wheeler ou Valérie Castan, qui sont des gens très importants aussi. Donc voilà, de projet en projet, ce qui est intéressant, c'est que il y a des changements de rôle, c'est-à-dire que chaque artiste devient hôte ou invité selon les projets. Voilà, je m'en tiendrai là. Et Magali, toi tu es chercheuse, commissaire d'exposition aussi, et on a la chance et le privilège en fait de t'avoir à Rennes assez souvent, puisque tu enseignes à l'université Rennes 2 au master Arts et métiers de l'exposition qui dépend du département d'histoire de l'art. Une des choses aussi importantes à souligner, c'est que tu es chercheuse associée à la Haute École d'Art et de Design de Genève dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelle Queer Attitude, qui est mené avec Elisabeth Fischer depuis 2021. Et la spécialisation, si on peut dire, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu fais, il y a quand même une attention portée autour de la question intersexe. Et d'ailleurs, tu fais partie d'un réseau de recherche sur l'intersexuation, qui s'appelle Réseau de recherche sur l'intersexuation. Et donc ça, c'est un réseau de recherche qui est assez motivant et collaboratif, très important aussi pour ta recherche, sur laquelle tu as écrit beaucoup de textes et publiés, si jamais ça vous intéresse, de livres. Peut-être en parleras-tu tout à l'heure. Donc voilà. Donc j'ai fini les présentations. Je vous rends le micro et je vous remercie à nouveau d'être présente. Merci. Merci beaucoup Alice. Alors comme le film qui a été présenté aujourd'hui est représenté par Antonia et que Alice a déjà présenté, peut-être que je vais présenter les autres personnes qui ont participé au film. Donc Isabelle Spengler, qu'Antonia a connue avant même sa naissance, tu m'as dit tout à l'heure. Donc une vieille amie qui est réalisatrice de films, qui travaille aussi le cinéma avec des formes performatives et des installations. Elle s'intéresse à la construction de la réalité et aussi à la manière dont ces constructions sont représentées. Donc Yule Flier aussi, qui est danseuse et chorégraphe, qui travaille aussi la voix, qui a notamment fait un solo autour de Valeshka Gertz notamment. Et puis Nadia Loro, qui est donc artiste visuelle et scénographe, dont on a pu voir aussi la scénographie du spectacle avec Latifa Labissi, celui qu'on a eu la chance de voir ces derniers jours à Rennes, mais aussi Ponsué et Messi. Et donc elle était la scénographe de ce film aussi. Et comme tu as l'habitude de travailler en collaboration, voilà, c'était important de les présenter. Pour commencer, peut-être, tu m'as parlé de plusieurs éléments qui étaient le point de départ du film, et notamment, je ne saurais pas exactement par lequel commencer, mais peut-être, puisque le film il est à Klaus Nomi, peut-être que c'est par ça qu'il faut commencer le point de départ. Oui, Klaus Nomi, c'est donc
pour Yule et moi, c'était quelqu'un qui nous intéressait à toutes les deux et qu'on aime depuis longtemps. Et en fait, c'est la première pop star allemande qui est décédée du sida au début des années 80. Et par ailleurs, et donc à la fin de sa vie, Klaus Nomi chante aussi The Cold Song de Purcell, qu'on chante nous là aussi. Et il sait qu'il va pas vivre longtemps après. Il a la voix toute fragile quand il chante. C'est hyper touchant. Et il a créé aussi la planète Nomi et ses propres costumes et sa propre apparence. Et c'est donc un autre conte qui chante avec cette voix aiguë. Voilà, donc on a voulu faire... voilà, ça nous a réunis en fait, Klaus Nomi. Mais justement, c'était aussi dans une période particulière que vous avez commencé à travailler ce qui va donner ce film. Est-ce que ça a une résonance avec deux pandémies qui ont une résonance aussi? Oui, c'était en oups. Pour le coup, c'était en 2020, donc oui. Ok. Et, tu m'as dit... Moi, je pense que c'est vrai. Et Yule avait fait plusieurs conférences sur l'air. Oui. Ouais. Et, aussi avec la voix et l'air pour respirer et qu'est-ce que ça ferait si il fallait le payer. Enfin, ok, ça c'était oui. C'est vrai qu'on réfléchissait beaucoup à l'air. Oui. Tu m'as parlé aussi justement d'un autre point de départ, d'une lecture de Leonore Carrington et d'un texte, le cornet acoustique, qui parle justement de l'importance aussi du conduit auditif. Est-ce que tu peux aussi nous expliquer pourquoi ce texte t'a autant intéressé? Oui, et il a donné le titre, et en fait j'avais traduit... J'avais mis dans une machine à traduction cornet acoustique et ça m'a donné le trombone acoustique, ce qui en allemand c'est Hörposaune, ce qui est assez rigolo. Et oui, et j'adore ce livre. Et c'est deux vieilles dames qui, une offre à l'autre, je pense que c'est assez autobiographique en fait, offre à l'autre un cornet acoustique qu'elle trouve au puce. Et du coup, elle entend tout d'un coup plein de choses qu'avant elle n'entendait pas, et après ça finit en Sibérie, en plein milieu du Mexique, enfin c'est complètement dingue. Mais c'est intéressant que Leonora Carrington disait qu'elle n'était pas surréaliste. Pour elle, c'est la réalité. Oui. Tu m'as dit aussi que pendant la pandémie, vous avez lu beaucoup de science-fiction, et notamment Ursula Le Guin. Justement, peut-être que tu peux parler de ça. Pourquoi est-ce que, si tu arrives à savoir pourquoi est-ce que vous avez autant lu de science-fiction, qui aussi infuse ce film? Parce que c'est des gros livres et du coup on avait besoin de gros livres. Et oui, effectivement, je pense, ouais, la temporalité du film n'est pas déterminée. Est-ce qu'on est dans le futur? Est-ce qu'on est dans le passé? Est-ce que dans le rétro-futur ou dans le rétro-passé? On ne sait pas trop. Et c'est vrai que c'est comme un peu aussi la mémoire du futur, comme si dans ces livres il y avait une mémoire de quelque chose qu'il fallait lire à haute voix. Tu m'as aussi parlé justement de l'importance des oreilles comme organe sensuel, de ce qui va conduire les sons extérieurs à se faire intérieurs. Est-ce que tu peux justement parler de ça et aussi de la forme d'écoute produite par la ASMR, qui était aussi quelque chose d'important pour vous? Oui, donc effectivement, les sons sont... donc le public porte aussi des casques, et sur un casque, il y a Werner, et sur l'autre, il y a Yule. Et les sons sont donc très proches, et on voulait vraiment
pouvoir produire des sons qui viennent de l'intérieur du corps et de l'intérieur du système vocal et de la bouche. Et du coup, c'est pour ça qu'on a eu besoin de ce dispositif. Et bon, oui. Et je pense que aussi avec les bulles, d'être à l'intérieur du corps, presque extrêmement proche et extrêmement loin en même temps. Enfin, oui, c'est comme un paradoxe sur la proximité et l'éloignement qui est là. Oui. Tu me disais qu'il y avait une sorte de représentation du monde à l'intérieur de soi et d'écoute particulière de ces spectatrices qui se trouvent dans ce salon bourgeois en quelque sorte. C'est vraiment le modèle de la lecture en fait que vous avez imaginé aussi. Oui, alors en fait, donc ça c'était avant 2020, quand on a, peut-être que c'était au début de 2020, je sais pas. En tout cas, on avait commencé le travail avec Yule et à chaque projet, en fait, c'est la personne avec qui je travaille qui influence le projet, forcément, et de façon horizontale. C'est pour ça que j'aime bien aussi dernièrement les collaborations à deux personnes, parce que c'est assez... évident peut-être. Ouais, et du coup, une relation horizontale peut se faire très simplement, et l'échange des univers ou la rencontre des univers peut se faire aussi de façon très, très belle. Enfin, j'aime bien ça, ce format depuis quelques années. Et donc, on imaginait quel contexte culturel citer dans ce travail. Et du coup, on a imaginé cette forme de la lecture à haute voix, comme une personne qui lit à haute voix et d'autres écoutent. D'autres personnes sont autour, à ses pieds et écoutent. Et j'avais une petite gravure comme ça avec une dame qui lisait, une vieille dame de 1800 et quelques, qui lit. Et puis il y a des enfants qui sont tout autour d'elle et elle lit à haute voix les contes de Grimm. Et c'est aussi, voilà, et la house music, cette espèce de convention allemande bourgeoise qui m'intéresse, où on fait de la musique dans le salon, c'est la famille, enfin c'est pas que la famille d'ailleurs, mais c'est très bourgeois comme truc, et c'est pour le plaisir, mais on fait de la musique publiquement, mais dans le privé, enfin dans le salon, enfin c'est, ouais. Et donc Nadia Lauro a imaginé cette espèce de salon des années 70 qui comme une piscine un peu comme ça, et ça existait vraiment dans les années 70 et les gens étaient assis comme ça autour et tout se... Oui, il y a une absorption vers le centre comme ça, ouais. Et justement d'ailleurs puisque tu parles de ce salon et du motif convoqué par Nadia Lauro, il y a le pan, qui est quelque chose qu'on retrouve on retrouve dans ton œuvre ailleurs. Est-ce que tu arriverais à dire pourquoi c'est important? Je pense que ça c'était un cadeau de Nadia, comme elle fait. Elle dit pas, et puis après elle imagine quelque chose qui est un cadeau, parce que voilà. Oui, parce que la plume de pan, enfin je sais pas, c'est tellement... C'est le glamour queer dandy par excellence. Et donc il y a beaucoup de pans chez moi. Et on avait aussi un groupe de musique qui s'appelle Larry Peacock, qui existe dans nos mémoires, et aussi on est encore... Enfin, voilà, les trois drag kings existent encore. Après, Lance, c'est pas un drag king. Okay. C'est genre neutre. Ok. Oui. Ok. Ça, c'était Henri Fleur, Ulf Sivas et Land. Ok. Oui. Donc, Larry Peacock. Qui existe toujours. Ouais. Ok. Ulf Sivas a refait un truc là. Ok. Super. Et justement, dans ce salon de lecture, soit familial, soit un peu privé, soit un petit peu public,
en fait, les deux personnes ont des livres d'images. Et peut-être, est-ce que tu peux me dire, tu m'as parlé d'un livre de Vinciane Després où justement un poulpe explique comment des choses disparues se retrouvent à partir de livres. Enfin, je veux pas trahir ce qu'elle a dit et ce que toi tu as dit, mais justement, comme vous êtes en train de lire ces livres d'une manière particulière, peut-être que c'est intéressant de parler de ces livres-là, et surtout ce sont pas n'importe quel livre, mais des livres qui traitent d'anatomie. Alors c'est des objets trouvés. Donc les deux premiers livres, c'est un livre des années 70 d'anatomie, et voilà, et on avait envie de se l'approprier, et on s'est donné des partitions de comment le lire. Et par exemple, si le doigt est sur du blanc, il faut utiliser la partie avant de la production vocale. Et puis si on est sur du texte, c'est la partie arrière. Et après, il y a d'autres indications par rapport aux cordes vocales et aux endroits du corps où travailler la voix, selon là où le doigt passe en fait. Ça c'est la partition que Yule et moi on s'envoyait, parce qu'on ne pouvait pas en fait travailler ensemble parce que c'était le Covid, mais on habite tout près, donc on pouvait pas, donc on s'écrivait des partitions et on se les mettait dans nos boîtes aux lettres. C'est comme ça que la pièce s'écrit en fait. Justement, tu travailles beaucoup avec des partitions, et tu m'as dit que c'était à la fois des cadeaux, souvent, enfin en tout cas, il y avait cette forme où les artistes de Focus, par exemple, s'offraient ces partitions comme cadeaux, mais aussi, finalement, enfin, toi, tu interprètes ces partitions, mais parce qu'elles sont comme une sorte de contrainte, en fait, si j'ai bien compris. Bah, je pense que j'ai commencé à travailler avec les partitions parce que j'aimais pas trop qu'on me dise ce que je dois faire, sans que j'ai le temps de réagir. C'est-à-dire, est-ce que tu peux, s'il te plaît, lever ton bras là? Non, un peu moins. Ah oui, puis maintenant refais, puis tu... Ouais, ah... Et ça, j'aimais pas trop en fait. Et du coup, mais j'aimais bien ne pas travailler seule. Parce qu'on peut aussi se dire soi-même ce qu'on doit faire. Mais du coup, c'était chouette de demander à des amis de m'écrire des partitions. Et du coup, il y avait un objet entre nous et de passation. Et j'avais le temps d'être seule avec l'objet et de faire mon interprétation de la partition. Et du coup, un ralentissement de cet échange. Et du coup, de pouvoir être plus consciente de mon interprétation, du fait que je suis auteur de mon interprétation. Et des fois aussi, je travaille avec quelqu'un d'autre pour faire l'interprétation de la partition. Oui. Et puis après, il y a des contrats et tout. Ça, j'adore. Il y a des contrats. Alors, je lis par exemple avec Abecedarium, Besterium, il y a des contrats où moi, j'étais obligée de le jouer une fois, comme l'auteur le veut, l'autrice. Et puis après, que l'autrice, auteur et moi, de notre côté, on avait le droit de l'utiliser comme on voulait, mais il fallait s'informer dessus, de comment on le faisait. Donc il y a beaucoup de fétichisme dans tout ça, et des petites tendances SM, sûrement. Mais tout est comme si c'était ralenti, comme si l'échange, en fait, émotionnel, non, on dit plutôt affectif, on le décortiquait, on le ralentissait, on le tirait. Et du coup, tous les petits pas dans l'échange, dans la collaboration deviennent plus visibles. Oui. Et aussi, c'était un peu aussi une réaction par rapport au collectif. Parce que quand à Chicago, c'était vraiment la façon de travailler qui était la plus prisée par Goat Island et les professeurs, et puis d'autres aussi, le collectif où tout le monde décide de tout, et c'était horizontal. Mais ça m'a semblé un peu embrouillé en fait. Et donc j'ai préféré faire structurer vraiment le travail. Et comment on peut travailler ensemble de façon très, très formalisée, très structurée. Puis après, c'est bien sûr, il y a un grand plaisir fétichiste
dans cette exécution de ces détails, quoi. Mais je suis plus trop comme ça. Hein. Oui. C'est-à-dire. Non, ouais. Ben, avec Latifa, par exemple, on fait pas de. Oui. On est plus traversé par des inconscients. Oui. C'est. Ouais. C'est plus direct. Oui. Oui. Ouais. Mais justement, puisqu'on a parlé de partition, ça m'intéressait aussi d'aborder la question de l'imitation, de qu'est-ce que ça signifie imiter ou être. Tu m'as d'ailleurs, j'ai lu dans un entretien, et puis on en a reparlé brièvement tout à l'heure, qu'à un moment tu as pratiqué le théâtre tout en étant drag king, et puis ensuite que les choses finalement se sont retrouvées ensemble. Est-ce que tu pourrais parler de ça? Expliquer aussi ça, pourquoi, et peut-être c'est l'occasion de parler aussi de Werner dans ce film. Oui. Alors, donc de façon plus générale, oui, je viens des drag kings début des années 2000 à Berlin, Kings of Berlin, mais Werner Hirsch c'était un peu toujours Kings of Berlin et Werner Hirsch. Et puis on avait un petit minibus et puis on faisait comme ça le tour. Et puis aussi c'était dans la vie nocturne, mais il y avait aussi un côté quand même un peu militant, je me souviens. C'était aussi on donnait des ateliers de drag-king et tout ça. Mais bon, et puis à part ça, je faisais aussi, où je commençais avec William Wheeler, de faire des performances dans des institutions plutôt, Pau de Ville et tout ça. Et ça me semblait très bizarre, ces deux mondes. Et j'avais besoin un peu qu'ils se rassemblent. Oui, ils se contaminent un peu. Mm-hmm. Ouais. Ils se contaminent. Et du coup, voilà, donc j'ai fait un après-midi où j'ai demandé à des drag kings de venir sur scène avec des écouteurs et du coup, c'était toujours des drag kings locaux qui venaient faire ça. Et donc, cette perméabilité, en fait, entre ce qu'on peut faire en dehors de la black box, du coup, c'est pas la white box, la black box du théâtre. Et en dehors, dans la vie, voilà. Je pense que ça m'intéresse. Tout sans romantiser la chose, puisque, oui, on ne va pas se mettre à faire... c'est des économies complètement différentes et c'est une façon de regarder et de recevoir qui est complètement différente aussi. Je veux dire, quand Werner Hirsch va sur scène, il y a le public qui dit « Hey Werner !» Et c'est... Oui. Mais ça m'intéresse beaucoup en fait. Pourquoi est-ce que on a le besoin d'aller sur un plateau, se présenter devant d'autres et les implications sociopolitiques que ça peut avoir et en fait cette proximité et distance qu'il y a entre la black box et ces pratiques-là que ça peut être aussi. Enfin, le fait de lire un livre à haute voix, mais le cabaret en particulier, ça m'intéresse énormément par rapport à ça. Par rapport à ce... Ouais, c'est comme si c'était très, très proche de la vie et en même temps, c'est très différent. Et c'est marrant parce que, justement, mes collègues, c'était beaucoup de l'imitation de machos très caricaturaux sur scène et c'était hyper important de faire ça. Et c'était une appropriation qui donne vraiment de la force de faire ça. Et presque tous ont fait une transition maintenant et ne vont plus sur scène. Moi, j'ai toujours été un peu bizarre comme ça, un peu une masculinité plus efféminée ou des choses comme... Mais ouais. Ben justement, est-ce que aussi tu peux peut-être nous... Enfin, tu m'as parlé de quelque chose que vous avez fait justement en sortie du confinement dans un cabaret.
Ah, Feuer und Flamme. Voilà. Ouais. Et où tes seins notamment, enfin, sont presque devenus autonomes en fait, ont joué quelque chose. Et c'est peut-être aussi l'occasion, si tu veux bien, de nous parler un peu de ton corps, enfin si tu souhaites, mais... Alors c'est des stars, elles adorent. C'est des reines, elles adorent, elles adorent. Oui, alors dans le abécédarium versarium, elles sont sur table, ça elles aiment bien. Et puis après, bon, donc elles ont appris à jouer du thérémine avec Tita Lerica. Est-ce que tu peux nous qui est décrire une artiste géniale d'ailleurs, par ailleurs. Oui, qui vient du Brésil, qui habite à Berlin et qui fait des super trucs. Et donc elle nous a appris à jouer du thérémine avec nos seins. Nos seins ont appris avec elle. Et avec Lucie Desamouris. Et Carola Caggiano, qui est aussi dans Cavalier Impur, qui nous accompagne par contre au piano. Ok. Mais est-ce que tu pourrais nous décrire comment on joue du thérémine avec ces seins? Et ben, le thérémine, en fait, c'est un instrument qui fonctionne avec des ondes radio. Et du coup, tu n'as pas besoin de toucher, enfin, tu mets un objet dedans ou une partie du corps dans le thérémine et c'est comme ça que ça joue, ouais. Donc c'est génial cet instrument parce que c'est très proche de la danse, en fait. Et déjà dans les années 2000, on avait fait beaucoup de choses avec le thérémine, avec William Wheeler, qui joue très très bien le thérémine. Bonnie Guitar, drag queen Bonnie Guitar. Et moi j'étais une drag queen aussi. Et donc on faisait playback comme ça. Okay. Oui, lui il faisait la voix thérémine et moi je faisais playback. Et justement, tu me disais tout à l'heure que tu voulais préciser peut-être que tu appartiens à la communauté trans avec un petit astérix. Est-ce que tu veux en dire un peu plus ou Ah oui, juste pour dire que il y a plein de façons d'être trans et qu'on n'a pas besoin forcément de prendre des hormones pour être trans. Enfin, voilà. Il y a trans sans hormones, ça c'est possible aussi. Et justement, est-ce que tu peux nous parler aussi du personnage de Werner dans ce film? Oui, alors c'est parti de là pour le coup le désir, donc c'est vraiment un désir, ça fait des chatouilles là, enfin, quand on a envie de faire quelque chose comme ça. Et c'est parce que c'est Klaus Nomi. C'est l'autre contre, en fait. C'est cette masculinité qui chante avec la voix aiguë, la voix de tête. Et c'est pour ça que Werner Hirsch avait très envie de s'y coller. Et en fait, peut-être que vous êtes posé des questions sur le texte. En fait, c'est la langue qui se parle dans ce film. C'est inventé par Yule. Et du coup, il y a un petit bout en allemand, mais donc il y a les sous-titres sont dans la langue de cet univers-là. Et on chante dans cette langue-là, très précisément. Et voilà, oui. Puisqu'on peut lire aussi au générique qu'il y a un texte de Jean-Henri Fabre sur le... Voilà, donc ça c'est ce qu'elle lit en allemand. Ok, d'accord. Okay. Et pour le making-of, enfin la salade, c'est que en fait, le texte de Person, de Cold Song, dedans il y a... I can't breathe, I cannot draw my breath. Donc c'était I can't breathe, et c'était à l'époque de George Floyd, et donc c'était trop, on se sentait, enfin on se dit qu'on ne pouvait pas faire ça. Oui. Et donc on a changé le texte, on a traduit dans une autre langue. Oui. Ah oui, tu m'as aussi parlé d'une technique que Yule justement utilise, technique vocale, qui était importante aussi justement pour le film et pour les sons produits. Est-ce que tu veux en parler? Oui, les Lichtenberger méthode, ça s'appelle. Et en fait, c'est des explorations de sonorité, de voix, mais par rapport à l'imaginaire du corps, ou à la réalité du corps en fait. Et donc on peut aller dans son corps et chanter à partir de ces endroits-là, et ça vibre vraiment, enfin on le sent vraiment en fait quand on le fait, et du coup
ça fait référence à une anatomie réelle, mais qui n'est pas l'anatomie à 2 dimensions, ou même pop-up, enfin, oui, de la représentation en dehors de moi-même. C'est comme si c'était une réalité qui était qui fait partie de moi-même et de nous-mêmes. Enfin, une réalité, comment dire, immersive ou quelque chose comme ça. Où l'objet n'est pas en dehors de moi-même. Et je pense que tout le film est basé un peu sur cette idée. Oui. Ou ce désir, peut-être aussi, d'appropriation, de se dire, d'aller dans cet endroit-là de l'imaginaire du corps, ou du ressenti du corps, qui est plutôt quelque chose qui a des dimensions, pas de représentation en dehors de moi-même en tant que tableau projeté, quoi. Oui, surtout que ces livres anatomiques des années 70 que vous êtes en train de lire toutes les deux ont quelque chose de très normatif, qui fige en fait. Et là, j'ai l'impression que à travers le toucher, cette lecture particulière, cette lecture sonore aussi, ça mélange l'intérieur et l'extérieur, et peut-être que ça permet de dissoudre aussi cette normativité de ces objets d'apprentissage, cette manière extérieure dont on apprend les choses. Et de les lire différemment, ouais. Oui. Oui, c'est de l'appropriation de ça. Et effectivement, comme si tu travailles sur les représentations de l'intersexualité, tout ça, c'est clairement, ouais. Oui. Relié à ça, un désir de vraiment s'approprier cette anatomie et ne pas la laisser seulement. Et de lui donner une voix aussi. Oui, ça, ouais. Enfin, c'est un peu ça qu'on fait, je pense. Oui, de déplacer la représentation, pas cette représentation normative, scientifique entre guillemets, et la déplacer ailleurs. Mais alors justement, il se passe autre chose avec les fleurs, différents papiers, qui crissent de manière sensuelle aussi, quand on les ouvre, enfin, qui font ce petit bruit. Et est-ce que justement tu peux nous parler de cet imaginaire-là, en fait, des fleurs, des grottes, tu parlais aussi tout à l'heure. Oui, les grottes que j'ai dans mon corps, oui. Les fleurs et les grottes dans le corps. Oui, alors c'est Yule qui a apporté les objets trouvés aussi, de ces livres de fleurs en papier qu'on met comme ça sur la table. Et moi, ça me fait penser beaucoup au travail de Georgia O'Keeffe, de la peintre des tableaux de Georgia O'Keeffe. Et j'adore le fait qu'elle dise, quand on lui demande est-ce que c'est sexuel vos représentations de fleurs, elle dit ben, c'est à vous de voir. Ouais. Et moi, du coup, ça me fait penser aux montagnes et aux vallées de Nadia Lauro. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de montagnes, de vallées et de dedans et de dehors. Oui. Là, dans le décor ouais. Oui, ça commence comme ça, avec ces plans sur ces choses bosselées. Ouais. Sinon, est-ce que tu veux bien aussi nous parler de ta pratique? Parce que, enfin, moi, je suis vraiment frappée par la précision des gestes, par la manière dont tu endosses des gestes, des expressions du visage aussi, et je trouve très précises à chaque fois, que ce soit dans les spectacles ou dans les différentes performances. Est-ce que sur ces qualités imitatives, tu peux dire quelque chose? Ouais, c'est vrai que l'imitation, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et que je trouve qu'on pourrait revaloriser. Et oui, qu'est-ce que... En tout cas, c'est quelque chose que j'aime faire. Par exemple, imiter ma mère et son chien jusqu'à être très 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 précise. Et aussi de faire des travestissements d'amis, mais d'aller vraiment très loin dans l'imitation précise.
ou alors l'exagération, mais en fait, les limitations précises. Et c'est une façon aussi de se défaire de soi-même, peut-être. D'imiter les autres. Ouais. Et évidemment, enfin, même si c'est un peu peut-être brutal de l'aborder comme ça, mais du coup, forcément, il y a un lien avec aussi la manière dont on est toujours en train d'imiter quelque chose par rapport à notamment aux questions de genre. Mais sans non plus qu'il y ait de modèle, parce qu'en fait, on voit que les choses sont toujours en train de muter. Est-ce que tu peux dire, est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus? Que à un moment donné je me disais peut-être que tout ça, que la société c'est une partition et on la suit, alors qu'est-ce que ça serait la partition de la marche masculine et la partition de la marche féminine. Il y a un super livre avec ça des années 70 en allemand. Bon, je sais pas, faudra que je redise le titre, où elle a fait en fait une série elle a photographié tout le monde dans la rue, et c'est jambes croisées, jambes comme ça, c'est comme un dictionnaire en fait, de la partition de la performance de genre. Ça s'appelle un truc comme les gestes et les positions dans le patriarcat de l'Allemagne des années, enfin tu vois, un titre comme ça. Mais justement, ce sont des normes. Susanne Wex, voilà, c'est ça. C'est la Susanne Wex, W-E-X, l'autrice. Ok, merci. Mais justement, enfin, ce que tu dis là, justement, ça a changé en fait, parce que ce sont des normes qui sont toujours en train de changer. Même s'il y a des choses qui perdurent, ça bouge. Par exemple, si je peux revenir sur le costume masculin, depuis les années 2000, il est en train de... Enfin, il n'est presque plus que utilisé par les banquiers, par les dirigeants masculins de ce monde. Enfin, et comment est-ce que ça fonctionne pour toi, du coup, de faire avec ces normes mouvantes? Ouais, j'aime bien que... Oui, elles sont mouvantes, mais n'empêche que, bon, après... c'est complexe, hein, il faut voir après... il faut être précis par rapport à... Bien sûr. Où est-ce qu'on observe, dans quel pays, dans quelle culture, dans quelle classe sociale aussi, les codes d'habits et de... Donc c'est difficile de dire ça de façon générale, mais effectivement c'est mouvant, et les codes aussi de supériorité ou d'infériorité ou de sont aussi mais hyper variables. Finalement cette posture masculine de classe moyenne que tu t'es appropriée, est-ce que Non, pas de classe moyenne. Pas de classe moyenne, non. Non, j'en ai pas de comme ça. Alors comment avec quel modèle tu as aimé ou tu as... Bon, c'est un peu... le dandy de 1900, cette espèce de masculinité de classe très supérieure, choyée par les mamans et homosexuelle, mais refoulée. Oui, ça j'aime beaucoup. Oui. Et le Leather Daddy, oui aussi. Ouais. Et aussi parfois un peu plus rockstar, non? Ouais, c'est un peu le Leather Daddy. Ok. Le Daddy, j'adore. Ouais. Ok. Je me demande si on ne devrait pas maintenant à ce stade aussi ouvrir les questions à la salle. Est-ce que vous avez des questions? Je peux faire circuler un micro si vous voulez. Si vous partagez après. Oui, bien sûr. On vous voit pas trop d'ici. Vous êtes un peu de silhouette. Parce que je te l'ai jamais posé. Comme je sais qu'il y a deux partitions différentes, il y a un film et une performance live. Comment elle se joue?
Du coup, et est-ce que les personnes, par exemple, là qu'on voit dans le film, elles ont des postures très spécifiques. Et du coup, j'imagine, c'est pas un vrai public. Donc, du coup, voilà, juste comment ça se traduit, ce travail en live. Oui, effectivement, on n'avait pas le droit de faire venir des gens donc de l'extérieur. Donc, c'est l'équipe qui est sur scène. Magnifique équipe, il faut le dire. On voit Nadia aussi, Nadia Lauro. Et du coup, dans cet univers-là du film, il y a une écoute, enfin une position particulière pour l'écoute. C'est comme ça que ces gens-là écoutent, ou ces créatures-là écoutent, apparemment. Et donc, un an après, on a fait la version du projet pour public berlinois, et du coup, c'est plus long. Il y a des grands livres qui sortent de dessous le décor de Nadia. Et le public, donc 80 personnes à peu près, a des écouteurs. Et donc sur une oreille, ils entendent Werner et de l'autre sur Boule. Et ils viennent habillés comme ils veulent. Enfin, oui. C'est vrai, et ouais, c'est intéressant parce que qui c'est qui nous dit de faire quoi. Et par contre, ils portaient des masques. Ouais. Et vous allez le refaire ou... On espère. Oui. Ok. Oui, c'est marrant comme ça joue sur la temporalité, c'est bizarre. Et comment ça reflète aussi ce temps où le temps était tout le temps décalé. Et c'est comme si c'était rétro-futuriste à un moment, enfin, comme si on était dans le passé et on imagine le futur, et on a ça, et puis ouais. Bon. Oui. Et on nous dit de comment on doit écouter, et puis après, non, et enfin, ouais. Je m'embrouille un peu, mais c'est vrai que quand je l'ai revu, là, ça m'a redonné cette sensation. Oui. Enfin, c'est des codes, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est des codes, en fait, c'est ça. Donc, apparemment, ce public-là, il a des codes d'écoute que nous, que le public berlinois n'avait pas. Il avait d'autres codes. Ouais. C'était ça la question? Oui, c'était ça, c'était juste pour qu'on... Enfin, parce que là, on sent très clairement qu'il y a une partition pour ces personnes qui écoutent. Il y a un body language, il y a une écriture de corps, on voit bien qu'il y a un régime très spécifique. Et je me disais, dans la version live, je supposais, mais du coup je voulais juste avoir cette confirmation ou pas, qu'il n'y avait pas de partition transmise pour le public, c'est-à-dire qu'en dehors d'un espace indiqué pour pouvoir s'installer, écouter et voir, qu'on ne leur demandait pas de mettre leurs mains comme ça, enfin voilà, que tout ce body language était vraiment pour le film, donc en effet pour dessiner des figures spécifiques. Mm. Oui, moi je voulais vous interroger sur votre collaboration avec Pauline Boudry et Renate Lorenz. Ça n'a pas trop été évoqué et je m'interrogeais sur la manière dont vous aviez collaboré sur différents projets, comment ça s'était... Enfin voilà, quelle était un peu la relation finalement artistique que vous entreteniez et sur l'idée de performer pour la caméra aussi, qui n'est pas n'importe quel type de performance. Donc voilà, question un peu ouverte. Oui, merci. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble et souvent, ou même toujours, presque toujours, il y a des éléments de choses que Werner Hirsch ou que d'autres ont fait dans leur travail ailleurs, que Pauline et Renate viennent inviter dans leur travail. Donc par exemple, dans le film N.O. Body, je joue une femme à barbe qui a vraiment existé, mais dans la pièce, je performe des partitions de rire qui ont été écrites pour Antonia Baer. Et voilà, il y a toujours un peu comme ça, quelque chose
ping-pong qui se fait. Et je pense aussi qu'elles sont intéressées par le fait qu'il y ait des personnes qui reviennent toujours dans les films au cours des années. Donc c'est comme une série en fait. Donc elles aiment bien en fait inviter un peu les mêmes personnes qu'elles reviennent et qu'on les voit vieillir, qu'on les voit changer ou rester les mêmes, enfin ouais. Il y a d'autres choses en préparation alors du coup? Et comment ça? Avec elle, est-ce qu'il y a d'autres choses qui se préparent justement prochainement ou pas spécialement? Oui, mais bon, je crois qu'il ne faut pas encore le dire. Mais ouais. Et par ailleurs aussi, je les ai invités à écrire par exemple une partition pour Abecedarium Berciarium, qui est génial. Donc j'emmène Pauline Boudry en tournée avec moi. Et Pauline, c'est un perroquet, c'est l'Amazone. qui existe, c'est un oiseau disparu, et elle parle, et on fait une reprise de Brigitte Fontaine et Areski sur Gertrude Stein. Oui. Et donc j'ai tourné avec Pauline mon Amazone beaucoup dans le monde entier. Et c'est Renate qui l'a bourré. Bonsoir. Tu ris beaucoup, tu me fais beaucoup rire aussi. Je ris beaucoup quand je vois tes spectacles avec Latifa, non? Comment tu sollicites, comment tu travailles ce rire, cet humour, peut-être cet absurde, je ne sais pas si c'est un gros mot pour toi. Je sais que tu as des partitions de rire, comment est-ce que tu travailles le rire, comment tu travailles l'humour? Voilà. Qu'as-tu à dire sur le rire? J'aime bien rire, oui, c'est vrai. Mais après, j'avais tellement tourné cette pièce sur le rire, c'est un peu mon blockbuster, et puis que j'étais devenue un peu la machine du rire. Et du coup, j'ai dit, je ne le fais plus jusqu'à la ménopause. Mais voilà. Alors, c'est pas trop quand elle... Enfin, normalement, je suis en plein dedans, donc oui. Il va falloir faire quelque chose, oui. Après c'était vachement plus large. Enfin, moi, je rigole, Cavalier Impur, j'ai rigolé très très fort, beaucoup. Donc c'était pas spécialement... Enfin, tu fais toujours rire ménopause ou pas, de toute manière. Mais d'ailleurs, moi j'ai une question aussi par rapport à Cavalier Impur. Qu'est-ce qui se connecte à ton sens entre le film qu'on a vu là, au FRAC, et la pièce qui a été faite cette semaine? Il y a des choses qui semblent assez clairement liées, mais tu pourrais peut-être nous en parler? Je pense, j'y ai pensé que la citation d'un contexte culturel, par exemple, pour Cavalier Impur, c'est le cabaret, sans qu'on reproduise du cabaret, mais on met comme en miroir la pratique du cabaret, et on célèbre aussi la pratique du cabaret. Donc là, de faire référence à un contexte culturel comme ça. Peut-être la collaboration. Là, on est donc 3, mais c'est parce que Isabelle est venue après, mais la rencontre de 2 univers de façon horizontale, et comment travailler ensemble avec ce lien qui peut se tisser. Mais avec Latifa, c'est déjà la 2e pièce, donc ça prend encore une autre dimension déjà. D'ailleurs, peut-être que non. Latifa, la Vici, tu es là. Qu'est-ce que c'est de travailler avec Antonia Baer? Qu'est-ce que ça a de particulier? Ben, je sais pas, c'est une question compliquée parce que c'est pas une question résumable.
Antonia disait par exemple, moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a tout ce qu'on se dit, c'est-à-dire les arguments, les concepts, ce sur quoi on veut travailler, tout ça. C'est un aspect solide, j'ai envie de dire, du travail, qui parfois aussi nous rassure, parce qu'on se dit, bon, on a un os à ronger, quoi. Donc on a potentiellement à manger pendant quelques temps. Mais en fait, après, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est, je le dis souvent, et le formule comme ça, c'est vraiment plutôt la traversée des inconscients. Parce qu'au fond, c'est pas forcément avec ce que je sais d'Antonia Baer ou de Werner Hirsch que je travaille, c'est plutôt avec la troisième image qui va arriver entre ce qui se compose dans cette machine complexe et ce qui se compose dans cette autre machine complexe. Donc c'est plutôt la troisième image. Donc j'attends, voilà. Donc je sais pas si je réponds. Mais... Oui, et puis c'est un peu comme les blagues, quoi. Il faut pas les expliquer. Ouais, puis on sait pas la seule chose qui est... quelque chose qui agit, mais pour moi qui est plutôt encore une fois, de faire confiance à ce transfert des imaginaires, et puis de savoir que il y a du monde là-dedans, et puis qu'il y a du monde là-dedans, quoi, et donc on n'est pas qu'une seule chose, et que c'est cette façon d'être peuplé de plein de choses qui fabrique là, par exemple, Cavalier Impur. Donc je me dis jamais, j'aimerais bien qu'on travaille sur ce côté-là, ou cette chose-là, ou parce que j'ai vu ça, ou parce que... Enfin, voilà, c'est plus la puissance de l'énigme qui produit que ce que je sais, en tout cas. J'avais une question en fait sur le film, c'est-à-dire le support du film. C'est-à-dire que pour moi, dans le film, la caméra et la personne qui filme est un personnage en fait. Et il est tellement personnage d'ailleurs qu'il apparaît dans le hublot, en fait, enfin dans cette bulle, quoi. Mais du coup, ma question, c'est parce que moi, ça peut me gêner personnellement, dans le sens où c'est pas forcément le regard que j'aurais porté sur la scène qui est présentée. C'est-à-dire que c'est le fait d'avoir une caméra et de choisir un angle de vue, c'est un choix qui est vraiment déterminé et qui détermine quelque part la manière dont nous, en tant que spectateurs, on va regarder ce qui est proposé. Donc en fait, je voulais savoir comment vous aviez travaillé en fait avec ce personnage qui est la caméra, quoi. Oui, merci. Du coup, c'est vraiment l'opposé de la caméra de, je sais pas, Chantal Akerman ou comme ça, qui dit « je me mets très très loin et je regarde et je laisse, je mets une grande distance pour que la spectatrice, le spectateur puisse choisir ou regarder et ne pas objectiver les corps ». Mais l'idée vraiment de se mettre en plein dedans et d'être immersif ou intrusif, enfin, ça a les deux côtés un peu aussi. Mais en fait, j'aime bien aussi... donc effectivement, c'est une présence hyper forte. Bernadette, elle s'appelle, oui, qui avec sa caméra, qui danse autour de nous. Mais le fait que les bulles, c'est comme des écrans, en fait, c'est des membranes, des surfaces de projection. Et du coup, on voit dedans aussi le reflet et les corps. Des fois, tu as un bras qui sort de là, le livre dedans. En fait, le corps qui se reflète dans le truc par la caméra qui tourne autour, fait comme une espèce de corps... j'ai pas envie de dire trop... Ouais, un peu Gertrude cubiste, mais pas à la Picasso. Enfin, un corps composé, décomposé.
où le livre rentre dedans et sort du corps et tout ça. Et le décor de Nadia aussi est conçu comme ça en fait. C'est pas un décor plat, quatrième mur, mais vraiment elle voulait, oui voilà, un décor où il faut rentrer dedans. Et c'était la question qui se posait, comment on va rentrer dedans avec les moyens du cinéma et après on rentre encore plus dedans avec le macro objectif en fait. Et on rentre dans le livre et on rentre dans la peau qui est sèche et qui est... Bon, ouais. Mais effectivement, c'est très intrusif. Ouais. Moi, je voulais revenir sur cette histoire de partition. Donc, tu notes des gestes, tu notes aussi de la musique éventuellement pour le cas du film. Et je voulais savoir, pour les bruits d'animaux aussi, il me semble, quel attrait tu portes au bruit, dans le sens le plus prosaïque, quoi, un bruit qui peut se faire. Quelle attention tu y portes, et après de manière très très premier degré, comment tu le mets sur un papier, comment tu arrives à le récupérer, à le vider de sa substance, de l'approprier et le restituer. En fait, j'adore les tâches impossibles. Et c'est impossible de noter les exemples que tu viens de donner. Et du coup, j'adore prendre ces tâches impossibles au sérieux et faire comme si elles étaient possibles. Et du coup, ça me permet d'écouter mieux et de me plonger dans la matière à fond. Comment est-ce que je vais noter le hennissement d'un âne, le braillement d'un âne, très exactement. Et là, pour le coup aussi, c'était chouette de devoir noter l'appareil vocal, tout ce le corps, tout ce qu'il peut produire comme son, au-delà des cordes vocales, c'est génial, quoi. Et d'explorer ça. Oui, c'est comme une espèce de gymnastique impossible, quoi. Mais c'est le travail de notation, c'est une façon un peu fastidieuse, un peu comme quand on fait de la couture ou de la broderie, qui amène après une compréhension du matériau donc moins intellectuel, si tu veux, pour l'analyser, mais on se l'approprie comme ça. Et par quoi tu commences dans un bruit? Est-ce que tu commences par noter? Alors souvent, je travaille à partir d'enregistrements. Ok. Par exemple, dans My Dog Is My Piano, j'ai couru après le chien de ma mère et ma mère, et je les ai enregistrés, et j'ai réécouté et noté ce qu'ils faisaient, quoi, pour après arriver à les imiter parfaitement. Ouais. J'aime bien ça parce que c'est vraiment dans une espèce de fétichisme de la précision. Puis il y a à nouveau une mise à distance aussi, du coup. Là-dedans, tu parlais d'une mise à distance tout à l'heure. Oui, voilà, parce que la tâche est impossible, donc c'est pour ça que c'est ouais. Et puis aussi, il y a un côté graphique, il y a un côté manuel, de travail manuel là-dedans. J'adore les stylos à plumes, mais j'adore... voilà, ouais. Ok. Et à part, mis à part voilà, ce travail fastidieux donc de notation et de partition, est-ce que tu as une pratique d'écriture avec des mots, avec des lettres pour toi Est-ce que tu écris autrement que pour décrire d'une certaine manière ta mère et son chien? Oui, mais c'est souvent mélangé. J'aime bien quand ça déraille. Une dernière question, ou alors on s'arrête maintenant? Très bien, merci beaucoup.
pour cet échange et aussi pour toutes les questions qui ont été posées. Et donc, on espère pouvoir te revoir bientôt à Rennes, peut-être sur la scène du TLB. Et puis, voilà. Merci beaucoup encore. Merci.